Et si je vous disais que les vacances de nos députés ne sont pas un privilège, mais un outil de contrôle, un mécanisme précisément huilé pour vous faire accepter l'inacceptable? Bien le bonjour, chers citoyens en quête de vérité. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui fâche, un de ces scandales permanents dont tout le monde parle sans jamais vraiment savoir de quoi il retourne, le temps de travail, ou plutôt le temps de repos de nos chers députés. Vous pensiez vraiment que nos élus prenaient plus de 20 semaines de vacances par an juste pour se reposer? Vous croyez sincèrement que pendant que vous trimez 50 semaines sur 52, eux, ils se contentent de couper le ruban à la kermesse du village? C'est d'une naïveté qui force le respect. La vérité est bien plus sordide, bien plus organisée. Le calendrier parlementaire n'est pas une simple organisation du temps, c'est une arme de dissolution sociale massive. Et je vais vous le prouver. Pour comprendre l'arnaque, il faut remonter un peu le temps. Pas trop, juste assez pour voir le piège se refermer. Prenons la Troisième République de 1870 à 1940. À cette époque, mes amis, le Parlement, c'était pas le Club Med. Les sessions parlementaires duraient en moyenne 8 à 9 mois par an. Oui, vous avez bien entendu, 8 à 9 mois. Les mecs siégeaient, ils débattaient, ils s'écharpaient, mais au moins, ils étaient là. Ils donnaient l'illusion de bosser. Bien sûr, c'était une autre époque. Une époque où les députés étaient souvent de grands bourgeois, des propriétaires terriens, qui n'avaient pas besoin de leur indemnité pour vivre. Le système était déjà vicié à la base, conçu pour que seuls les riches puissent y accéder. Mais retenez ce chiffre, 8 à 9 mois, parce que c'est le point de départ de la grande glissade, de la grande déconnexion organisée. Vous croyez vraiment que cette réduction drastique du temps de présence est un hasard de l'histoire, qu'on est passé de 9 mois à moins de 6 par simple modernité? Le vrai coup de génie, la première pierre de l'édifice de la paresse institutionnelle, elle est posée en 1958 avec la constitution de la Ve République. Le général de Gaulle, avec son obsession pour un pouvoir exécutif fort, ne voulait pas d'un parlement qui lui casse les pieds. La solution? Le mettre en vacances forcées. L'article 28 de la Constitution de 58 est une petite merveille de cynisme. Il instaure 2 sessions ordinaires. La première s'ouvre le premier jour ouvrable d'octobre et se termine le 3e vendredi de décembre. Faites le calcul, à peine 3 mois. La seconde session s'ouvre le dernier mardi d'avril et ne peut pas durer plus de 3 mois. Donc, en tout et pour tout, nos députés sont contractuellement obligés de bosser moins de 6 mois par an. Le reste du temps, c'est ce qu'on appelle pudiquement l'intersession. Un mot magnifique qui veut dire « foutez-nous la paix, on est à la pêche ». Mais pourquoi? Pourquoi institutionnaliser un parlement à mi-temps? La réponse officielle est ridicule, pour leur permettre de travailler dans leur circonscription. On y reviendra à cette blague. La vraie raison, c'est qu'un parlement qui ne siège pas est un parlement qui ne contrôle pas le gouvernement. Pendant que les députés sont priés de rester chez eux, l'Élysée et Matignon ont les mains libres pour préparer leur sale coup en toute tranquillité. C'est une neutralisation en douceur. On ne supprime pas le Parlement, ce serait trop voyant. On le met juste en sommeil prolongé. Mais ce n'était qu'un début. Le chef-d'œuvre de l'arnaque était encore à venir. Vous pensiez qu'on avait touché le fond? Attendez de voir la réforme de 1995. En 1995, sous la présidence de Jacques Chirac, on nous a vendu une grande modernisation des institutions. On allait, soi-disant, renforcer le rôle du Parlement. Et pour ça, attention, coup de théâtre, on instaure une session unique. Fini les 2 petites sessions, place à une grande et unique session ordinaire de 9 mois, d'octobre à juin. Sur le papier, c'est magnifique. Les journalistes applaudissent. Le citoyen lambda se dit « Ah, enfin, ils vont bosser comme nous ». Pauvres de nous, c'était un piège grossier, mais terriblement efficace. La révision constitutionnelle du 4 août 1995 qui instaure cette session unique est le plus grand tour de passe-passe de la Ve République. Car en même temps qu'on allonge la session sur le papier, on limite le nombre de jours de séance effectifs. La nouvelle règle, c'est 120 jours de séance par session ordinaire. 120 jours. Soit, si vous comptez bien, environ 4 mois de travail réel étalés sur 9. Et le reste du temps, ils font quoi? C'est là que la magie opère. Le nouveau règlement de l'Assemblée, écrit par eux et pour eux, a introduit une notion sublime, les semaines de suspension. C'est-à-dire que pendant la grande session unique, l'Assemblée peut décider de ne pas siéger pendant 1, 2, 3 semaines, pour des motifs aussi variés que vacances parlementaires, oui, ils osent l'écrire noir sur blanc, ou pour permettre le travail en circonscription.
En clair, on vous fait croire qu'on travaille 9 mois, mais on s'octroie le droit de prendre des vacances à l'intérieur même de la période de travail. C'est comme si votre patron vous disait « Tu as un contrat de 35 heures, mais toutes les 2 semaines, tu prends 1 semaine de suspension de contrat pour te reposer. » Qui signe pour ça? Personne, sauf eux. Et pourquoi cette arnaque monumentale? Pourquoi ce besoin de faire semblant de travailler plus tout en travaillant moins? C'est là qu'on entre dans le cœur du complot. Ces longues périodes de pause, ces suspensions, ne servent pas à se reposer. Elles servent à faire passer les pilules les plus amères. Observez bien le calendrier. Les réformes les plus impopulaires, les lois les plus dégueulasses, sont très souvent votées juste avant une longue période de suspension. Réforme des retraites, loi sécurité globale, traité européen. On vous balance le truc à la figure en juin, juste avant que les députés ne se dispersent pour 3 mois. Pourquoi? Pour tuer la contestation dans l'œuf. Le citoyen est en colère, les syndicats appellent à la mobilisation. Mais pour contester quoi? Une loi votée? Et pour faire pression sur qui? Les députés sont partis, le gouvernement est en vacances, l'Élysée est fermé. Le temps que tout le monde revienne en octobre, la colère est retombée, l'actualité est passée à autre chose et la loi est déjà en train de produire ses effets. C'est une stratégie de pourrissement. On crée un vide politique et médiatique pour que l'indignation populaire se dissolve d'elle-même dans le silence de l'été. Leurs vacances, c'est l'anesthésiant du peuple, c'est l'arme de décompression sociale la plus efficace qui soit. Vous comprenez maintenant? Ce n'est pas de la paresse, c'est du calcul. Un calcul froid, cynique et terriblement efficace. Mais alors, il reste cette fameuse excuse, ce mantra qu'ils nous répètent en boucle. Quand on n'est pas à Paris, on travaille dans notre circonscription. C'est leur bouclier, leur argument ultime. Et c'est la plus grande fumisterie de toutes. Qu'est-ce que ça veut dire, travailler en circonscription? Ça veut dire aller à l'inauguration de la nouvelle médiathèque, serrer des mains au marché le dimanche matin et manger des petits fours au vin d'honneur des pompiers. C'est de la communication, de la campagne électorale permanente. Mais ce n'est pas du travail législatif. Le vrai travail d'un député, écrire des lois, contrôler le gouvernement, se fait à l'Assemblée. Point. Pendant ces longues semaines en circonscription, vous croyez vraiment qu'ils passent leur journée à recevoir des citoyens pour écouter leurs doléances? Allons, soyons sérieux. Une permanence parlementaire, ça tourne avec 1 ou 2 collaborateurs. Le député, lui, est bien souvent aux abonnés absents. Alors où est-il? Que fait-il? C'est là que le complot prend toute son ampleur. Ce temps libre n'est pas libre pour tout le monde. C'est le temps des vraies affaires. C'est le temps des rendez-vous discrets avec les lobbies. Loin des caméras parisiennes, il est beaucoup plus facile de rencontrer les représentants de l'industrie pharmaceutique, des géants de l'agroalimentaire ou des banques d'affaires pour discuter des futures lois. C'est pendant les vacances parlementaires que les vraies décisions se prennent, dans des bureaux feutrés ou des restaurants étoilés. Le calendrier officiel, celui des 120 jours de séance, c'est le théâtre pour le peuple. La pièce qu'on joue pour vous, le reste de l'année, c'est la vraie vie politique, celle où les intérêts privés dictent leurs lois à des élus trop heureux d'être loin de leurs électeurs. Leurs vacances, ce sont leurs heures de bureau avec leurs vrais patrons, les puissances de l'argent. Pensez à Davos, au groupe de Bilderberg, à toutes ces réunions de l'élite mondiale. Elles ont souvent lieu pendant que nos parlements sont en pause. Un hasard, bien sûr. Nos élus ne sont pas déconnectés du réel, ils sont juste connectés à un autre réel, le leur, celui où les frontières n'existent plus et où les peuples sont juste une variable d'ajustement. Ce système a des conséquences dévastatrices. Il crée une classe politique totalement hors sol qui ne vit plus au même rythme que le pays. Quand vous devez poser un RTT pour aller chez le médecin, eux disposent de semaines entières de suspension payées au prix fort. Quand vous vous battez pour une augmentation de 100 €, eux cumulent indemnités, avantages et retraites dorées en ne siégeant qu'1 jour sur 3. Cette déconnexion n'est pas un accident, elle est l'objectif. Un élu qui vivrait comme vous, qui aurait les mêmes contraintes que vous, commencerait peut-être à voter comme vous. Et ça, le système ne le veut à aucun prix. Il faut que l'élu se sente membre d'une caste supérieure, d'un club exclusif dont les règles ne sont pas les mêmes que pour le commun des mortels. Les vacances à rallonge, c'est le premier signe d'appartenance à ce club. Et que va-t-il se passer maintenant? Rien, absolument rien. Ce système leur convient trop pour qu'ils le changent. Ils continueront à nous parler de modernisation et de proximité tout en passant la moitié de l'année loin de l'hémicycle. Ils continueront à utiliser les suspensions parlementaires pour faire passer en force les lois que le peuple rejette. L'étape suivante, c'est probablement la dématérialisation. Ils nous inventeront le télétravail parlementaire pour justifier de ne plus jamais venir à Paris tout en touchant les mêmes indemnités. Ils pourront ainsi légiférer depuis leur villa à Saint-Barthélemy
entre 2 séances de jet ski sans que personne ne trouve rien à y redire. La technologie au service de la paresse et du mépris. On y vient, doucement mais sûrement. En résumé, que faut-il retenir? Primo, on nous a menti. La réforme de 1995, vendue comme un progrès, a en réalité institutionnalisé le temps partiel parlementaire sous couvert d'une session unique. Secondo, ces longues absences ne sont pas un bug, mais une fonctionnalité du système. Elles permettent de laisser pourrir la contestation sociale et de faire passer les pires régressions. Tertio, le mythe du travail en circonscription est une insulte à l'intelligence, qui cache mal le temps consacré aux lobbies et aux intérêts privés. Leur temps libre, c'est notre chaîne. Moins ils siègent à l'Assemblée, plus ils complotent dans notre dos. Le calendrier parlementaire n'est pas un agenda, c'est une arme. Croyez-vous à ce complot? Pensez-vous que ce calendrier est délibérément conçu pour nous endormir? Dites-le moi en commentaire, votre avis est plus important que toutes leurs lois. Et si cette analyse vous a ouvert les yeux, abonnez-vous, activez cette foutue cloche, mettez un pouce en l'air et visitez la boutique pour soutenir une parole vraiment libre. Faites attention à vous, la vérité dérange. À très vite pour une prochaine révélation explosive. Et n'oubliez jamais, tout ce qu'on vous raconte n'engage que vous.